L'appel est arrivé un mardi au début du mois de novembre alors que le premier véritable givre de la saison se déposait sur les vergers normands devant ma fenêtre. Mon fils était en ligne et sa voix possédait cette chaleur mielleuse qu'il n'utilisait que lorsqu'il attendait quelque chose de moi. « Papa, » a-t-il dit, « nous pensions fêter Noël au domaine cette année. Toute la famille réunie comme autrefois. » Je lui ai répondu que cela me convenait parfaitement. Je lui ai dit que je préparerais les chambres d'amis. J'aurais dû être plus attentif au silence qui pesait sous ces paroles. Laissez-moi revenir au début car c'est la seule façon pour que tout cela ait un sens. Je m'appelle Jean-Pierre Beaumont. J'ai fêté mes 68 ans au printemps dernier un matin où la brume sur la vallée de la Touques se dissipait enfin et où les oiseaux revenaient en longues lignes irrégulières dans le ciel gris de Normandie. J'habite cette propriété depuis 35 ans. Je l'ai achetée avec mon épouse Hélène l'année de la naissance de notre fils Mathieu et j'y ai mis tout ce que je possédais. Les clôtures, la grange, le verger de pommiers le long du champ-haie, la vieille ferme en pierre que son grand-père avait bâtie vers 1900. Hélène est décédée d'un cancer des ovaires il y a 8 ans en novembre, 2 semaines avant les premiers grands froids. Elle avait 55 ans. Elle n'a jamais vu Mathieu fêter ses 40 ans. Après sa disparition, j'ai continué l'exploitation à plus petite échelle, principalement le verger pour le cidre et un peu de foin pour la famille Duval un peu plus loin sur la route. Je n'avais aucune intention de vendre. Cette terre était aussi la sienne. Et m'en séparer me donnait l'impression de la perdre une seconde fois. Ma fille Aurélie comprenait cela. Elle appelait chaque dimanche, montait de Rennes lors des longs week-ends, m'aidait à faire les conserves en septembre et restait parfois simplement assise avec moi sur le perron à boire un café pendant que le soleil déclinait sur la lisière des bois. Mathieu a changé après la mort de sa mère. Il avait toujours été l'ambitieux, celui qui avait des idées de business, des plans de financement et des prévisions sur 5 ans étalés sur des tableurs. Il m'envoyait des courriels à des heures impossibles de la nuit. Après le départ d'Hélène, les messages sont devenus plus fréquents. Il ne demandait pas comment je m'en sortais, il s'enquérait de l'estimation de la propriété, me demandait si j'avais réfléchi à ma succession. Demandant d'abord avec tact puis de manière beaucoup plus directe s'il était raisonnable pour un homme vivant seul de conserver 80 hectares qui pourraient générer des revenus considérables. Il avait 34 ans quand sa mère est morte. Il était déjà marié à une femme nommée Clémence. Très sophistiquée, très prudente dans ses paroles. Elle travaillait dans l'immobilier commercial à Paris. J'avais toujours l'impression en lui serrant la main qu'elle m'évaluait de la même manière qu'elle expertisait des immeubles de bureaux. Je veux être juste envers mon fils. Il a travaillé dur. Il a monté une petite entreprise de rénovation de bâtiments à partir de rien. Et pendant quelques années, cela a bien fonctionné. Puis les choses ont tourné. Il y a eu des dettes dont je n'ai entendu parler que plus tard et des pressions que je ne comprenais pas et des décisions prises en son nom dont j'ai été le dernier informé. Mais je brûle les étapes. L'été précédant cet appel de novembre, Mathieu était venu seul pour un week-end en juillet. Nous avions parcouru la propriété le samedi matin et j'ai remarqué la façon dont il la regardait. Pas comme moi je la voyais, pas comme Aurélie la voyait, mais de la même manière que Clémence regarde les choses. En calculant, il m'a demandé si j'avais fait expertiser les terres récemment. J'ai répondu que non. Il a mentionné avec désinvolture qu'un promoteur de Caen rachetait des propriétés agricoles dans la région en payant le prix fort. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par la vente. Il a dit qu'il comprenait et il a souri puis nous sommes rentrés déjeuner et je n'y ai plus pensé. J'aurais dû y réfléchir davantage. La visite de Noël était prévue pour le 23 décembre. Mathieu et Clémence devaient arriver de Paris avec leurs 2 enfants, mes petits-enfants, Théo qui avait 10 ans et la petite Léa qui venait d'en avoir 7. Aurélie arrivait la veille de Rennes. J'attendais ce moment comme on attend les choses quand on vit seul dans une ferme en hiver. Avec prudence, sachant que la chaleur d'avoir du monde dans la maison rendra le silence plus lourd après leur départ. La semaine avant leur arrivée, j'étais dans la grange pour vérifier le vieux tracteur quand j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Une section du plancher du grenier, la partie principale au-dessus des fondations en pierre où je montais au moins 2 fois par semaine pour vérifier le matériel entreposé, avait été manipulée. Plusieurs planches avaient été desserrées, pas brutalement, pas comme un acte de vandalisme. Soigneusement, méthodiquement, comme si quelqu'un les avait délogées puis remises en place sans les fixer. Les clous étaient toujours là mais ils n'étaient pas enfoncés. Si vous marchiez sur cette section sans le savoir, vous la sentiriez bouger puis toute la partie s'effondrerait. La chute sur le sol de pierre en dessous était d'environ 4 mètres. Je me suis dit qu'un animal s'était faufilé là.
J'ai refixé les planches correctement et je me suis répété exactement cela, mais je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Puis il y a eu les petits détails. Mes médicaments étaient dans l'armoire de la salle de bain à l'étage. Des pilules pour la tension artérielle que je prenais depuis 6 ans. J'étais presque à court, alors j'ai ouvert un nouveau flacon sur l'étagère du cellier où je gardais mon stock de secours. Les comprimés semblaient légèrement différents. Pas de façon spectaculaire, pas de manière évidente, juste un peu. Une différence infime dans la teinte de l'enrobage. J'étais fatigué et je me suis dit que c'était un fabricant différent, que ces choses arrivaient. J'ai posé le flacon sur le comptoir et je suis allé me coucher. 2 matins plus tard, je me suis réveillé avec des nausées et des vertiges comme je n'en avais pas ressenti depuis des années. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant 20 minutes en attendant que le monde arrête de tanguer. Je n'ai plus jamais repris de comprimé de ce flacon. J'ai appelé mon pharmacien au village, Monsieur Lefebvre, et je lui ai décrit ce que je voyais. Il m'a demandé de lui apporter le flacon. Je lui ai dit que je le ferais. Je ne l'ai pas apporté tout de suite. Je l'ai gardé. Je l'ai mis sur une étagère haute dans mon bureau derrière une rangée de livres où personne ne regarderait. Et j'ai gardé le flacon d'origine de la salle de bain pour recommencer à prendre cela à la place. Je voudrais vous dire que j'étais rationnel par rapport à tout cela. Je voudrais vous dire que j'ai regardé les planches instables dans la grange et les pilules bizarres et l'appel téléphonique de novembre avec sa voix trop chaleureuse et que j'ai calmement assemblé une théorie logique pour prendre des mesures sensées. Mais la vérité est que pendant environ 48 heures je suis juste resté assis dans ma cuisine à fixer la fenêtre en ressentant un chagrin froid et précis qui n'avait rien à voir avec Hélène, bien qu'il logeât dans la même partie de ma poitrine. Mon fils avait 42 ans. Il m'avait serré la main aux funérailles de sa mère et avait pleuré, sincèrement pleuré devant la tombe. Il m'appelait toutes les quelques semaines depuis 8 ans, même si les conversations dérivaient toujours vers la propriété et l'argent. Il m'avait amené mes petits-enfants et je restais assis dans ma cuisine en pensant, à quel moment suis-je devenu un problème à résoudre? J'ai appelé Aurélie un jeudi soir, 10 jours avant Noël. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Je lui ai dit que j'avais trouvé des choses sur la propriété qui m'inquiétaient et que j'aimerais qu'elle vienne quelques jours plus tôt que prévu. Elle a perçu quelque chose dans ma voix que je n'y avais pas mis consciemment et elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit qu'elle serait là dimanche. Aurélie a 38 ans. Elle enseigne l'histoire à l'université. Elle a le franc-parler de sa mère et j'ai toujours pensé qu'elle avait plus de patience que ses 2 parents réunis n'en méritaient. Quand elle est arrivée le dimanche après-midi, elle m'a regardé une seule fois et a dit « Raconte-moi tout ». Alors je l'ai fait. Elle est restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment après que j'eus fini. Elle n'a rien rejeté de ce que je disais. Elle ne m'a pas dit que j'étais paranoïaque ou que Mathieu ne ferait jamais une chose pareille. Elle a posé des questions précises, méthodiques, le genre de questions qu'elle pose à ses étudiants quand elle veut qu'ils réfléchissent davantage. Puis elle a demandé si elle pouvait voir la grange. Nous y sommes allés ensemble en fin d'après-midi alors que la neige tombait en petits flocons secs que le vent poussait de travers dans la cour. Je lui ai montré la section du plancher que j'avais remontée. Elle s'est accroupie et a examiné les planches pendant un long moment. Elle a appuyé sur le bord de l'une d'elles avec sa botte. Puis elle s'est redressée et m'a regardé avec une expression que je reconnaissais chez sa mère. « D'accord » a-t-elle dit. « Voici ce que nous allons faire. » Ce que nous avons fait au cours des 2 jours suivants a été minutieux, méthodique et profondément épuisant. Aurélie a appelé une de ses amies d'université qui travaillait maintenant pour la gendarmerie nationale, une femme nommée Capitaine Moreau, qui est venue de Caen le lundi soir et a écouté tout ce que j'avais à dire de la même manière calme et concentrée qu'Aurélie. Elle a pris le flacon de pilules. Elle a examiné la grange. Elle m'a posé une longue série de questions sur la situation financière de Mathieu et j'ai répondu aussi honnêtement que possible, c'est-à-dire que j'ai répondu avec ce que je savais et j'ai été honnête sur ce que j'ignorais. Elle n'a fait aucune promesse. Elle a dit qu'elle voulait faire des vérifications avant de déterminer s'il y avait matière à des poursuites formelles. Elle m'a demandé de poursuivre les préparatifs de Noël comme prévu, de me comporter normalement et de l'appeler immédiatement si quoi que ce soit changeait. Je lui ai demandé si elle pensait que mon fils était venu sur la propriété avant novembre. Elle a dit qu'elle ne le savait pas encore. Je lui ai demandé si elle pensait que j'étais en sécurité. Elle a marqué une brève pause puis a dit qu'elle allait s'assurer que je le sois. Ce silence m'a tout dit. La nuit avant l'arrivée de Mathieu et Clémence, je suis resté assis dans le bureau pendant un long moment, regardant le vide. Le poêle à bois fonctionnait et la maison sentait comme elle sent toujours en hiver,
la fumée de bois et la vieille pierre avec cette légère douceur provenant des dernières caisses de pommes dans la chambre froide. Hélène adorait l'odeur de cette maison en décembre. Elle avait l'habitude de se tenir dans le couloir les yeux fermés juste pour l'inspirer. J'ai pensé à ce que j'allais devoir faire au cours des prochaines 48 heures. J'ai pensé au fait de sourire à mon fils de l'autre côté de la table de Noël, de lui verser son vin et de regarder mes petits-enfants ouvrir leurs cadeaux tout en portant tout cela en moi. Je me suis demandé si je faisais erreur. J'ai retourné la question dans tous les sens sous tous les angles. Comme on le fait quand on veut désespérément trouver une réponse différente. Je n'en ai pas trouvé. Mathieu et Clémence sont arrivés à 16h le 23. Les enfants ont bondi hors de la voiture dans leur tenue d'hiver et ont immédiatement couru vers la grange pour voir si les vieux chats étaient encore là. Théo avait grandi de 10 cm depuis l'été. Léa avait appris à lire et voulait que je le sache immédiatement et en détail. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai écoutée me parler de son livre préféré et j'ai ressenti un amour si spécifique et si simple que cela m'a fait mal. Mathieu m'a serré la main à la porte. Il avait l'air bien, mieux que ce à quoi je m'attendais, reposé même. Ses yeux étaient clairs. Il m'a tapé sur l'épaule et a dit que cela faisait du bien d'être de retour. Et je lui ai répondu la même chose. Et nous sommes restés sur le seuil de la maison où il était né et j'ai regardé mon fils en essayant de trouver une trace de la personne que je pensais avoir élevée. Le dîner du 23 était réussi, comme les dîners de famille peuvent l'être quand tout le monde y met du sien. Aurélie avait préparé un poulet à la normande selon la recette d'Hélène qu'elle avait mémorisée il y a des années avec un soin délibéré et Clémence avait apporté du bon vin et les enfants étaient drôles et bruyants et Théo a renversé son verre d'eau et nous avons tous ri. Mathieu a raconté une longue histoire sur un chantier que son équipe venait de terminer à Rouen, la restauration d'un bâtiment historique dont il était manifestement fier. Et j'ai écouté et j'ai hoché la tête et j'ai posé des questions tout en mangeant. Aurélie et moi avons croisé nos regards une fois à travers la table, une seule fois. Après que les enfants furent couchés et que Clémence fut montée lire, Mathieu et moi sommes restés près du poêle avec nos verres. La maison était silencieuse à l'exception du feu et du vent sur les champs. Il m'a demandé comment le verger s'était porté cette année. Je lui ai dit que c'était une bonne année pour les pommes. Il a acquiescé en regardant son verre puis il a demandé de cette même voix désinvolte que lors de la promenade de juillet si j'avais réfléchi davantage à mes projets à long terme pour la propriété. J'ai dit que je n'y avais pas beaucoup pensé ces derniers temps. Il a dit qu'il avait discuté avec certaines personnes, un groupe d'investissement, des gens de confiance, de gros capitaux, pas des promoteurs mais des défenseurs de l'environnement qui s'intéressaient au patrimoine agricole. Il a dit que la somme qu'ils avaient mentionnée était considérable. Il a ajouté que cela me permettrait de vivre très confortablement pour le reste de mes jours, que je pourrais m'installer quelque part de plus facile à gérer, plus près des soins médicaux. Je lui ai demandé quel âge il pensait que j'avais. Il a souri et a dit que ce n'était pas la question, qu'il pensait juste à mon avenir. J'ai dit que j'appréciais et que j'y réfléchirais. Puis j'ai pris congé et je suis allé me coucher. Et je suis resté allongé dans l'obscurité dans la chambre où Hélène est morte et j'ai écouté la maison et j'ai pensé au mot avenir et à ce qu'il signifiait quand il l'avait prononcé. Le réveillon de Noël était clair et très froid. Les enfants voulaient se promener dans le verger après le petit déjeuner alors je les ai emmenés pendant que Mathieu et Clémence faisaient la grasse matinée et qu'Aurélie commençait les préparatifs pour le dîner. Théo et Léa couraient devant moi entre les rangées de pommiers, leur souffle formant de petits nuages dans l'air vif, leur voix résonnant sur la neige. Je marchais lentement en les regardant et j'essayais de dissocier ce moment de tout le reste. Juste cela, juste ces deux enfants dans mon verger par un matin d'hiver. Rien de compliqué. L'après-midi, pendant que Clémence faisait faire la sieste aux enfants, Mathieu est allé seul à la grange. Je le sais parce qu'Aurélie l'a vu depuis la fenêtre de la cuisine et m'a envoyé un message immédiatement. J'étais dans le bureau. Je suis resté très immobile et j'ai attendu. Il est resté là-bas peut-être 20 minutes. Quand il est revenu, il a dit qu'il vérifiait juste le vieux tracteur, qu'il avait cru entendre un bruit en passant devant. J'ai dit merci d'avoir vérifié. Il a répondu que ce n'était rien. Ce soir-là, pour le réveillon, nous avons dîné et les enfants ont ouvert un cadeau chacun puis nous avons réussi à les coucher avec beaucoup de difficultés et d'efforts. Clémence a ouvert la deuxième bouteille de vin et est devenue plus chaleureuse et plus bruyante et Mathieu s'est détendu d'une manière que je trouvais plus difficile à supporter que sa tension, et Aurélie a joué par terre avec les nouveaux jouets des enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment enfin. C'était un réveillon de Noël familial normal. C'était exactement cela, une perfection de surface et en dessous je portais quelque chose qui pesait comme une pierre dans ma poitrine. Avant d'aller me coucher,
Je suis allé dans le cellier et j'ai vérifié la poche de mon manteau. Le téléphone était là. Capitaine Moreau avait appelé l'après-midi pendant que j'étais dans le verger. Elle avait laissé un message disant que le flacon de pilule était revenu avec des résultats préliminaires. Les comprimés avaient été partiellement substitués, une partie remplacée par une combinaison qui, à dose suffisante sur la durée, provoquerait d'importantes irrégularités cardiaques chez une personne ayant déjà des problèmes de tension. Pas fatal immédiatement, probablement de façon graduelle. Le genre de chose qui ressemble à un homme qui vieillit. Je suis resté dans le cellier pendant un long moment à lire ce message. Puis j'ai appelé la capitaine Moreau. Elle attendait mon appel. Elle m'a dit qu'elle et 2 collègues de la brigade locale seraient à la propriété à 6 heures le lendemain matin. Elle m'a dit de dormir si je le pouvais. Elle m'a dit que ce que j'avais fait, garder ce flacon, ne pas affronter Mathieu directement, la laisser faire son travail, avait été exactement ce qu'il fallait faire. Je l'ai remercié et je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. Le matin de Noël, les enfants étaient debout avant 6 heures. Ce qui en toute autre année aurait été prévisible et qui en cette année particulière m'a semblé être un cadeau car cela signifiait que la maison était déjà éveillée et bruyante quand j'ai entendu le bruit discret des véhicules remontant l'allée. Capitaine Moreau a été professionnel d'une manière que j'ai trouvée profondément apaisante, comme Hélène savait être calme dans les situations difficiles, pas froidement, pas sans émotion, mais avec une assurance qui laissait de la place à tout le monde autour d'elle pour respirer. Elle avait 2 gendarmes avec elle et des documents que je n'ai pas lus attentivement parce que mes mains n'étaient pas tout à fait stables. Mathieu est descendu à 7h15. Théo était déjà en train de massacrer les papiers cadeaux dans le salon et Léa était assise sur les genoux d'Aurélie en mangeant une tartine. Mathieu est entré dans la cuisine en chaussettes avec son pull de Noël et il a vu Capitaine Moreau à la table de la cuisine et il s'est arrêté net. Il a perdu toutes ses couleurs en un instant comme si quelqu'un avait éteint une lumière. Il m'a regardé. Je me tenais près du poêle avec mon café. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Capitaine Moreau s'est présenté très calmement et a dit qu'elle devait lui parler. Clémence est apparue au bas des escaliers. Aurélie a emmené les enfants à l'arrière de la maison. Je suis allé me tenir sur le seuil de la porte côté verger et j'ai regardé les pommiers sous la neige et la longue lumière pâle du matin de décembre qui s'étendait sur les champs. Je pouvais entendre la conversation derrière moi mais j'ai laissé les sons devenir un simple brouhaha sans parole. Il y a eu un moment où la voix de Mathieu est montée très haut puis est redevenue silencieuse. Il y a eu le son des pleurs de Clémence. Il y a eu cette qualité particulière de silence qui arrive quand quelque chose qui a été maintenu sous tension est enfin relâché. Les accusations, m'a expliqué Capitaine Moreau plus tard, comprenaient la mise en danger de la vie d'autrui. L'altération de substances médicinales et une accusation de fraude liée à une procuration falsifiée qu'elle avait trouvée au bureau de Mathieu lors d'une perquisition parallèle cette semaine-là. Il semblait qu'il préparait le terrain depuis un certain temps. La propriété, le déclin de santé apparemment naturel d'un père qui était de façon gênante en bonne santé. Un document qui lui aurait donné le contrôle de mes affaires financières pendant que j'aurais été incapable de décider. Il avait 42 ans. Il avait des enfants qui m'appelaient papy. Je ne pense pas qu'il en soit arrivé là rapidement ou facilement. Je pense que quelque chose s'est brisé en lui. Les dettes, la pression, le poison particulier de se sentir en droit d'obtenir quelque chose qui lui était refusé et la personne que je pensais connaître avait été lentement remplacée par ce plan. Comme la lumière décline en automne si progressivement qu'on ne le remarque pas avant qu'il fasse déjà nuit. Ce n'est pas une excuse. C'est la seule explication que j'ai pu construire qui ne me brise pas complètement. Clémence a ramené les enfants à Paris cet après-midi-là. Elle ne m'a pas regardé en partant. Je me suis tenu sur le perron et j'ai regardé Théo me regarder depuis la vitre de la voiture, confus et silencieux comme le sont les enfants quand ils sentent que quelque chose d'adulte et de terrible s'est produit mais qu'ils ne peuvent pas le nommer. J'ai levé la main. Il a levé la sienne petite et incertaine et puis la voiture a disparu au bout de l'allée et la neige s'est remise à tomber douce et régulière. Aurélie est restée. Nous sommes restés assis dans la cuisine la majeure partie de l'après-midi sans beaucoup parler. Elle a préparé une soupe à un moment donné. Je l'ai mangée sans vraiment en sentir le goût. À un moment, elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne et nous sommes restés comme ça pendant un moment. Plus tard, je suis allé seul dans le verger. La neige s'était arrêtée et le ciel était de ce bleu profond particulier que l'on voit lors des soirées d'hiver claires en Normandie. Le genre de bleu qui contient un peu de vert si on regarde sous le bon angle. Les pommiers se tenaient dans leur rangée, nus et patients comme ils le sont chaque hiver en attendant le printemps.
Je les ai regardés faire cela pendant 30 ans. Ils n'ont jamais manqué de revenir à la vie. J'ai pensé à Hélène qui aimait ces arbres et dont les mains avaient travaillé cette terre. J'ai pensé à ce qu'elle aurait dit de tout cela et la réponse honnête est qu'elle aurait eu un coup d'avance sur moi. Elle l'avait toujours et elle aurait traversé son chagrin plus vite que je n'aurais pu le faire. Elle aurait trouvé quelque chose de pratique à faire. Elle aurait fait de la soupe. J'ai pensé à Mathieu quand il était petit, courant entre ces mêmes rangées pendant que sa mère riait et l'appelait pour lui dire de ralentir. J'ai pensé à la cruauté particulière de voir quelqu'un qu'on aime devenir une personne qu'on ne reconnaît pas. J'ai pensé au fait que le chagrin et l'amour ne sont pas opposés. Comment on peut porter les deux en même temps et comment porter les deux à la fois est la chose la plus lourde au monde. Et j'ai pensé à l'expression sur le visage de mon fils quand il est entré dans la cuisine et a compris que c'était fini. Cette expression va rester gravée en moi pendant longtemps. Non pas parce qu'elle m'a satisfait mais parce que c'était la première chose honnête que je voyais sur son visage depuis plus longtemps que je ne voulais le compter. Je vis toujours sur la propriété. Je ne vais nulle part. Au printemps, Aurélie est montée pour un week-end et nous avons taillé le verger ensemble comme Hélène et moi avions l'habitude de le faire. En avançant méthodiquement dans les rangées avec le sécateur et la scie, en ouvrant la canopée, en enlevant les branches qui se croisaient, en faisant de la place pour que la lumière atteigne le centre de chaque arbre. C'est un travail lent qui demande de la patience et la volonté de couper des parties qui ont l'air saines à l'extérieur mais qui pompent les ressources du reste de la structure. Théo et Léa sont venus passer 2 semaines en juillet avec la permission de leur mère et je pense le soulagement de leur mère. Ils ont couru dans les allées du verger comme Mathieu l'avait fait, comme le font les enfants. Et je les ai regardés depuis le perron en ressentant quelque chose de complexe et de précis pour lequel je n'ai pas de mots simples. Un amour qui a été testé. Un amour qui a survécu à l'épreuve. Quelque chose comme ça. Mathieu attend son procès. Nous ne nous sommes pas parlé. Je ne sais pas si nous le ferons. Je laisse cette question ouverte comme on laisse une barrière ouverte à la fin de la journée. Sans rien inviter à entrer mais sans la verrouiller non plus. Certaines choses ne peuvent se décider que lorsqu'on se trouve devant elles. Ce que je sais, c'est ceci. Un homme peut passer une vie entière à construire quelque chose et croire que les gens autour de lui comprennent ce que cela a coûté et ce que cela signifie. Il peut se tromper sur ce point. Il peut se réveiller un matin de décembre et découvrir que quelqu'un qu'il aimait regardait ce qu'il avait bâti et n'y voyait que des chiffres. C'est un chagrin particulier. Il n'a pas de nom parce que nous n'aimons pas le nommer ce deuil pour des gens qui sont encore en vie, ce regret pour ce qu'ils étaient avant de faire leur choix. Mais je sais aussi que le matin où je me tenais dans le cellier à lire le message de Capitaine Moreau, j'avais le choix de la manière dont j'allais porter ce que je ressentais. J'aurais pu le porter comme de la rage. J'aurais pu le porter comme du désespoir. J'ai choisi de le porter comme une clarté, comme la grâce difficile et spécifique de savoir exactement ce qui était vrai et d'agir à partir de cette connaissance en laissant la loi faire ce que la loi est censée faire. Il y a des gens dans votre vie qui vous diront que le sang est tout. Que l'on doit à sa famille une loyauté au-delà de la raison. Que se protéger de quelqu'un qui porte votre nom est une sorte de trahison. Je ne crois plus à cela. Ce que je crois, c'est que l'amour ne se mesure pas à la génétique ou au nom sur un acte notarié. Il se mesure à ce qu'une personne est prête à faire pour vous et à ce qu'elle refuse de vous faire. Ce sont des choses différentes. Elles comptent de manière différente. Ma fille a taillé un verger avec moi sous la pluie un samedi d'avril parce qu'elle voulait être là. C'est ce que je sais de l'amour maintenant. Les pommiers sont revenus au printemps comme ils le font toujours. Les premières fleurs se sont ouvertes la 2e semaine de mai pile à l'heure, blanches et petites et totalement indifférentes à tout ce qui s'était passé sous leurs branches. J'ai parcouru les rangées le matin où elles se sont ouvertes et j'ai pensé qu'un arbre ne pleure pas l'hiver. Il attend simplement puis il fleurit et il se remet au travail. J'essaie d'apprendre quelque chose de cela. Si vous regardez ceci et que vous avez ressenti quelque chose de similaire à ce que j'ai décrit, un doute froid et précis sur quelqu'un en qui vous aviez confiance, un détail qui ne semble pas juste, une gentillesse qui cache une autre forme en dessous. S'il vous plaît, écoutez cela. Pas avec paranoïa et pas avec cruauté mais avec des yeux lucides. Vous avez le droit de vous protéger. Vous avez le droit de poser des questions difficiles. Vous n'êtes pas obligé de sourire à travers une table et de prétendre ne pas voir ce que vous voyez. Notez ce qui vous inquiète. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Laissez les personnes dont c'est le travail d'enquêter faire leur œuvre. Et comprenez que vous protéger n'est pas un échec de l'amour. Parfois c'est la chose la plus vraie que l'amour puisse vous demander. Je m'appelle Jean-Pierre Beaumont.
J'ai 68 ans. Je vis sur 80 hectares en Normandie que je ne vendrai pas. Et j'ai des pommiers qui fleurissent chaque mois de mai et une fille qui appelle chaque dimanche et des petits-enfants qui m'appellent papy et courent dans le verger comme des enfants devraient le faire. Cela suffit. Cette histoire nous rappelle cruellement que la confiance ne doit jamais être aveugle, même au sein de la famille. En tant que parents, nous voulons croire au meilleur pour nos enfants, mais la réalité peut parfois être bien plus sombre. La force de Jean-Pierre ne réside pas seulement dans sa capacité à gérer ses terres, mais dans son courage de voir la vérité en face, même quand celle-ci est insupportable. La trahison filiale est sans doute l'une des blessures les plus difficiles à cicatriser, car elle remet en question toute une vie d'éducation et de souvenirs. Cependant, comme le montre la fin de ce récit, l'amour véritable, celui d'Aurélie, est ce qui permet de reconstruire sur les ruines. La justice a fait son travail, mais c'est la nature et la loyauté qui apportent la paix. Nous devons apprendre à écouter notre instinct, ce petit signal d'alarme qui nous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Se protéger, ce n'est pas trahir, c'est simplement refuser de devenir une victime. Que feriez-vous à la place de ce père si vous découvriez que votre propre enfant agissait dans votre ombre pour vous nuire? Auriez-vous la force de dénoncer votre propre sang pour sauver votre vie ou choisiriez-vous le silence par amour? Partagez votre avis en commentaire car vos expériences peuvent aider d'autres personnes dans des situations similaires.